Une ventilation adaptée et plus particulièrement un bon contrôle des conditions ambiantes dans les bâtiments d'élevage sont des paramètres essentiels pour atteindre de bonnes performances zootechniques et ce, peu importe l'espèce animale. Dans l'espèce ovine, les problèmes de santé les plus courants, les pertes monétaires qui y sont reliées sont généralement associés aux problèmes pulmonaires. Les troubles respiratoires peuvent être causés par différentes lacunes présentes dans la régie d'élevage, mais souvent, la source de ces problèmes provient d'une ventilation déficiente et ou mal ajustée pour les animaux. Les effets d'une ambiance d'élevage défavorable ne s'arrêtent pas seulement aux problèmes pulmonaires. Une ventilation mal adaptée peut avoir des conséquences multiples sur la santé des animaux, causer de la morbidité, nécessiter des traitements antibiotiques et ainsi générer des frais supplémentaires aux éleveurs. Ce tutoriel vous permettra d'en connaître un peu plus sur la ventilation et de savoir comment utiliser les différents outils présents dans la trousse des conditions ambiantes disponibles auprès du CEPOC. Au Québec, la plupart des bâtiments fonctionnent en ventilation négative ou pression négative. Pour illustrer la ventilation négative, nous avons cette boîte transparente. Imaginons que celle-ci représente une bergerie. On peut donc voir qu'elle contient un volume d'air qui est influencé par la longueur, la largeur et la hauteur de la boîte. C'est ce volume d'air qui devra être renouvelé et le taux de ventilation dépendra du type d'animaux présents dans la pièce, de leur âge, de leur nombre et de la saison. Par exemple, si en hiver on souhaite moins de 2 changements d'air à l'heure, l'été on en voudra plus de 10 fois cette norme, le but étant toujours de respecter la température de confort des animaux. Il faut savoir que plus il y a de changements d'air par heure, plus le déplacement de l'air est rapide dans le bâtiment et donc sur les animaux. Les changements d'air dans un bâtiment sont possibles grâce à l'action de ventilateurs couplés à l'ouverture d'entrée d'air bien calibrée. Sur cette boîte, les ventilateurs et les entrées d'air sont représentés par des orifices de différentes tailles pour montrer la grandeur de l'ouverture des entrées d'air et la puissance des ventilateurs. Les ventilateurs s'activeront pour respecter la température de consigne désirée, soit la température qui est requise pour rencontrer les normes de confort des animaux qui se retrouvent dans le bâtiment. En été, les systèmes de ventilation les plus performants sont généralement de type longitudinal et visent à contrôler la température. Des ventilateurs de haute vélocité permettent de réaliser un grand nombre de changements d'air à la minute. Ainsi, l'air qui se déplace à haute vitesse dans le bâtiment contribue à donner une sensation de refroidissement chez les animaux. À l'opposé, en hiver, la ventilation est généralement de type transversal afin de mieux équilibrer le mouvement de l'air dans la pièce, maintenir la température voulue, tout en permettant d'évacuer les contaminants comme l'humidité, les poussières et les gaz. Ces contaminants sont ici représentés par cette fumée froide. Dans un environnement mal ventilé, tous ces contaminants dégradent les conditions ambiantes et risquent d'affecter la santé de vos animaux. On veut donc sortir ces polluants, mais de façon adéquate, soit sans courant d'air. Dans une ventilation dynamique négative, les ventilateurs expulsent l'air des bâtiments. Ceci crée un vacuum, un peu comme lorsqu'on applique un vide sur la boîte avec cet aspirateur. Ceci a pour effet de faire baisser la pression de l'air à l'intérieur de la boîte par rapport à la pression à l'extérieur de celle-ci. L'air extérieur s'infiltre ainsi dans les ouvertures pour équilibrer la pression. C'est le principe de la ventilation négative. La pression à l'intérieur du bâtiment baisse sous l'effet de l'action des ventilateurs qui expulsent l'air et les contaminants. La pression intérieure étant plus faible que la pression atmosphérique extérieure, l'air s'infiltre par les ouvertures, petites ou grandes. La différence entre la pression de l'intérieur et celle de l'extérieur du bâtiment s'appelle pression statique. La pression statique indique la résistance que doivent surmonter les ventilateurs pour déplacer l'air dans le bâtiment. La mesure de la pression statique est essentielle pour évaluer l'efficacité de votre système de ventilation. Si des infiltrations sont présentes dans le bâtiment, l'air n'entrera pas par l'endroit prévu, soit les entrées d'air. Ces infiltrations nuisent au maintien de la température souhaitée et peuvent être la source de courant d'air sur les animaux. La première étape d'une ventilation efficace est ainsi de s'assurer que le bâtiment soit aussi étanche que possible. Il faut donc trouver ces infiltrations indésirables et les calfeutrer, surtout avant la période hivernale. Un contrôle de ventilation performant devrait gérer les ventilateurs et les entrées d'air afin de respecter la température de consigne. Ce sont les sondes de température reliées au contrôle de ventilation qui permettent ces ajustements automatiques. Dans un monde idéal, des sondes permettant de mesurer l'humidité relative et la pression statique devraient aussi être couplées au contrôle électronique. Ces équipements permettent d'obtenir une image plus complète de l'ambiance intérieure du bâtiment et d'y apporter des ajustements aux besoins. Peu importe le bâtiment, récent ou ancien, la technologie utilisée ou le niveau de modernisme de votre système de ventilation, il est toujours possible d'améliorer à peu de frais et souvent sans frais la qualité de l'ambiance dans vos bâtiments. La base repose sur la compréhension de la ventilation et des mesures appropriées.
La prochaine section vous permettra de comprendre comment utiliser les différents outils de diagnostic de la qualité de l'ambiance et les informations qu'ils vous apportent pour corriger les problèmes s'il y a lieu. Pour que les animaux performent, ils doivent se retrouver dans leur zone de confort. L'ABC de la ventilation, c'est de fournir une température optimale aux animaux selon leur âge et leur stade physiologique, en contrôlant l'humidité et les gaz, le tout sans provoquer de courant d'air. Et c'est souvent la difficulté en ventilation. Gérer ces contaminants sans créer de courant d'air et affecter le confort des animaux. La trousse contient une panoplie d'outils permettant d'évaluer les différents paramètres liés aux conditions ambiantes. Parmi les paramètres que nous mesurerons et qui sont reliés au confort et à l'ambiance en bâtiment d'élevage, nous verrons la température et la température de consigne, l'humidité relative, les gaz, la pression statique, la détection des courants d'air, la vitesse de l'air et finalement l'intensité lumineuse. Quand on parle de confort, on parle de température également. Au niveau de la température, chez les ovins, quand on parle de température de confort, on peut avoir un écart énorme entre ce que les besoins des brebis peuvent être et celui des agneaux. Donc, on peut parler d'un écart qui peut varier de 5 à presque 25 degrés. Mais mettre des brebis à la mise bas à 20 degrés, qui serait une température très confortable pour les nouveau-nés, c'est à peu près impensable. Ce qu'on va souhaiter, puis ce qu'on rencontre le plus souvent dans les bergeries au Québec, c'est des températures de consigne qui vont avoisiner le 10 degrés Celsius dans les bergeries isolées. C'est sûr qu'on est loin de la température de confort des nouveau-nés, mais dans des cas comme ça, sans chauffage, on pourrait aller mettre seulement un chauffage d'appoint pour les agneaux, donc des petites lampes chauffantes si on a besoin lorsqu'on a des nouveau-nés. Le plus important sur un système de ventilation, c'est que la consigne, soit la température qu'on veut à l'intérieur du bâtiment, respecte celle qu'on lui demande sur notre contrôle. Par exemple, ici, si je veux avoir 9 degrés sur mon contrôle, bien, je ne veux pas que la température du bâtiment s'éloigne beaucoup trop de ce 9 degrés-là. Donc ici, on verrait qu'on a une consigne qui est quand même respectée par un système de ventilation fonctionnel. Ainsi, c'est le producteur qui détermine quelle température de confort il souhaite donner à ses animaux. Cette température sera programmée sur le contrôle électronique de ventilation. C'est ce qu'on appelle la température de consigne. Pour vérifier si votre température est adéquate dans le bâtiment, évidemment, vous avez votre contrôle de ventilation. Si vous avez votre consigne qui est à 9, puis vous voyez 9,6, c'est déjà un bon indicateur. Il y a d'autres éléments dans la trousse que vous allez pouvoir retrouver, qui est un hobo. Le hobo, c'est un instrument électronique que vous allez pouvoir accrocher dans une section du bâtiment, puis qui va mesurer la température, mais aussi l'humidité sur une programmation que vous allez lui demander, qui se retrouve les indications dans la trousse d'ambiance. Donc, le hobo est disponible. Vous avez aussi plusieurs outils dans la trousse qui vont vous permettre de prendre les mesures de façon automatique, que ce soit le lecteur d'ammoniac, de CO2, vous allez pouvoir retrouver la température et parfois même l'humidité dessus. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est de voir est-ce que j'ai des variations dans la bergerie ou des endroits où la température est vraiment plus fraîche. Le hobo va vous permettre de le faire, mais c'est aussi simple que d'aller voir si les différentes sondes de température qui doivent être disposées adéquatement dans le bâtiment ont une uniformité ou des différences notables qui pourraient vous montrer qu'il peut y avoir des problèmes d'infiltration d'air qui affectent le maintien de la température intérieure du bâtiment. Dans les autres outils pour mesurer la température dans la trousse, on retrouve aussi un thermomètre infrarouge. Un thermomètre infrarouge permet de mesurer la température d'une surface. Ça va être utile dans une bergerie pour évaluer la température de la litière ou d'une surface comme le béton d'un mur ou même un mur du bâtiment qui pourrait être exposé au vent dominant pour voir s'il y a un manque d'isolation. Donc, dans ce cas-ci, si je veux évaluer la température de ma litière puis m'assurer que mes animaux sont confortables, j'ai simplement à quand même vérifier l'éloignement que j'ai qui est indiqué sur le thermomètre, puis à pointer en tenant le bouton bien enfoncé et prendre la mesure. L'humidité relative est définie comme la quantité de vapeur d'eau contenue dans un volume d'air par rapport au maximum qu'il pourrait contenir à une température donnée.
Par exemple, si on mesure une valeur de 85 %, ceci signifie que l'air contient 85 % de la quantité maximale de vapeur d'eau qui peut être absorbée. Il est important de comprendre que le seuil de saturation en eau de l'air varie en fonction de la température. L'air chaud peut contenir une plus grande quantité de vapeur d'eau que l'air froid. Voici un exemple. Disons que cette bouteille représente un volume d'air à 20 degrés Celsius dont l'humidité relative est de 50 %. Lorsque la température diminue, l'air devient plus dense. Si on ne change pas la quantité d'eau présente dans ce volume d'air et qu'on abaisse la température à 10 degrés Celsius, alors l'humidité relative sera tout près de 95 %. La vapeur d'eau provient de la respiration des animaux et de l'évaporation des déjections animales. Les fuites d'eau et les ensilages humides gaspillés dans les parquets peuvent aussi contribuer à augmenter la vapeur d'eau dans l'air. Durant l'hiver, l'humidité relative est très souvent problématique dans les bergeries. D'une part, la température intérieure des bâtiments est plus fraîche et, en absence de chauffage, la ventilation est réduite pour éviter le gel. Il faut donc s'assurer de toujours avoir une ventilation minimum suffisante pour permettre d'évacuer l'humidité et ainsi ne pas détériorer les conditions ambiantes. L'humidité relative se mesure avec un hygromètre. Différents outils électroniques présents dans la trousse permettent de mesurer l'humidité relative dans le bâtiment, comme le hobo, le détecteur à dioxyde de carbone et le détecteur pour l'ammoniac. Il est important de mentionner que la mesure de l'humidité relative est souvent imprécise et quelque peu variable entre les différents outils de mesure, peu importe leur coût d'acquisition. Il est donc important d'évaluer votre confort et celui des animaux lorsque vous faites une analyse des conditions ambiantes. Les premiers outils que vous pouvez utiliser dans la trousse, ce sont ceux qui vont vous permettre d'évaluer les gaz ou soit les contaminants qu'on retrouve dans l'air. Vous allez donc retrouver un outil électronique pour mesurer l'ammoniac, un outil électronique pour mesurer le dioxyde de carbone. Vous allez retrouver aussi des bandelettes Hydrion qui vont donner une mesure qualitative de l'ammoniac dans l'air avec une bouteille d'eau distillée qui fonctionne avec celui-ci. Et finalement, une pompe de type Draguer avec des tubes de dioxyde de carbone ou pour l'ammoniac pour mesurer ces deux gaz-là avec un outil qui va vous permettre de casser les tubes de façon à ne pas blesser personne dans le bâtiment. Le premier contaminant qu'on va regarder, ça va être l'ammoniac. L'ammoniac, c'est un gaz lourd qui va être produit par l'évacuation, la compostage de la litière, la présence des animaux dans le bâtiment. C'est un gaz qui peut être très nocif au niveau pulmonaire. Quand on a un niveau d'ammoniac qui monte dans le bâtiment, c'est généralement un bon signe que la ventilation n'est pas adéquate ou encore que la densité animale est trop forte. Dans la trousse, on retrouve 3 outils pour faire la mesure d'ammoniac qui vont du plus au moins précis. Le premier, c'est un outil qui est très peu dispendieux, que vous pouvez retrouver sur Internet, qui peut être commandé en ligne. C'est des bandelettes d'ammoniac. Si j'ouvre le petit outil ici, on voit bandelette Hydrion ammoniac et on a un code de couleur qui correspond simplement à la coloration que la bandelette va prendre lorsqu'on va l'humecter avec de l'eau distillée. Ici, j'ai une bouteille d'eau distillée que je vais me servir pour mouiller ma bandelette. Pourquoi de l'eau distillée? Parce qu'elle ne contient pas de minéraux qui pourraient affecter la mesure de l'échantillon. Quand on est rendu à prendre la mesure, on va mettre un peu d'eau distillée sur notre papier buvard, le passer et prendre la mesure immédiatement. Je suis présentement à 5 ppm. On doit prendre la mesure immédiatement parce que notre bandelette va continuer à capter l'ammoniac qui se retrouve dans l'air. Par exemple, si je continuais à la laisser ici dans l'air, puis je prenais quelques secondes plus tard, je serais déjà rendu à 10 ppm. C'est une mesure qui est qualitative, mais qui permet de donner un bon aperçu. Mais évidemment, ici, aujourd'hui, on est nettement dans le 5 ppm parce que quand on est à 10 ppm, on a les yeux qui piquent, c'est difficilement respirable. À 20, c'est assez insupportable. Ce qu'on recherche dans l'élevage, c'est le plus bas possible, mais entre le 5 et le 10 devrait être acceptable. On a donc un bon niveau d'ammoniac. On a vu comment mesurer l'ammoniac avec les bandelettes Hydrion pour l'ammoniac. C'est une mesure qui est qualitative, qui donne quand même une idée du niveau d'ammoniac qui est acceptable ou non dans le bâtiment. Mais il y a une autre machine dans la trousse qui est une mesure qui va donner une mesure électronique, donc beaucoup plus précise de la quantité d'ammoniac qu'on retrouve. Au niveau des animaux, fait que la même chose, on va se pencher pour aller prendre la mesure qui va être captée.
Puis ici, ben, on le voit là, tout à l'heure, j'étais environ à 5 ppm, on est plutôt à 2 ppm, puis on le voit, l'environnement est parfait dans l'élevage. Dans la trousse, l'outil de mesure qui est certainement le plus précis pour l'ammoniac puis qui va pouvoir être utilisé aussi sur le CO2, c'est une pompe. Ici, c'est une pompe de type dragueur. Cette pompe-là fonctionne avec un tube qui est soit pour le CO2 ou l'ammoniac, qui va être bien identifié dans la trousse. Sur le tube, ça va être écrit si on a mesuré le CO2 ou l'ammoniac, le sens d'entrée avec la flèche pour la pompe. Donc, si la flèche va vers le bas, il va falloir que je rentre la machine pour que mon air rentre dans le sens de la flèche pour aller être mesuré. Puis, finalement, il va avoir N égale un chiffre. Puis, ce chiffre-là correspond au nombre de coups de pompe qu'on devra faire avec le type de tube qu'on a. Sur ce tube-là, présentement, on a N égale à 1. J'aurai donc un seul coup de pompe à faire quand j'aurai mis le tube. Pour ça, on a un petit calculateur de coups de pompe. Donc, on va actionner la pompe au complet, puis on voit qu'on a le numéro 1. Pour faire la mesure, on a dans la trousse aussi un outil qui permet de couper les embouts de verre sans se couper ou laisser de la vitre dans le bâtiment. Puis ensuite, bien, aussi simplement, on va aller prendre la mesure en orientant notre tube de façon adéquate et prenant la mesure pour l'ammoniac au niveau des animaux. Une fois l'air rentré dans le tube, on va aller voir la coloration de l'air qui va avoir teint notre substance qui est à l'intérieur du tube. C'est certainement l'outil qui est vraiment le plus précis, qui ne demande pas de calibration, mais qui est à utilisation unique. Un autre gaz qu'on veut contrôler dans les bâtiments d'élevage, c'est le dioxyde de carbone. Dans les bergeries, comme dans d'autres bâtiments d'élevage, le dioxyde de carbone va provenir de la respiration des animaux. Si vous utilisez un système de chauffage d'appoint qui implique la combustion de gaz, tel que le propane, le dioxyde de carbone va pouvoir aussi venir de ces unités de chauffage-là. Le dioxyde de carbone dans le bâtiment peut être dangereux autant pour la santé des animaux que des travailleurs. On recherche donc un niveau de concentration qui va être en deçà de 1500 ppm. Pour faire la mesure, ici, on a un outil dans la trousse qui est un outil électronique qui donne un très bon degré de précision. Toutefois, c'est un outil qui nécessite une calibration annuelle pour prendre une mesure juste et fiable. Ce qui est intéressant de cet outil-là dans la trousse, c'est que vous allez avoir la température ambiante, l'humidité relative, en plus du CO2. Donc ici, aujourd'hui, je suis environ à 630 ppm sur ma mesure, donc parfait comme mesure de CO2, loin en deçà du 1500 ppm. Un autre gaz qui pourrait être présent si vous utilisez un système qui implique la combustion de gaz, c'est le monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone a un niveau seuil très, très faible comparativement au dioxyde de carbone, puis un gaz incolore, inodore qui peut provoquer un décès chez les animaux, les travailleurs. Et si on a du monoxyde de carbone dans le bâtiment, c'est un signe que notre système de combustion des gaz ne se fait pas de façon appropriée, puis il n'y a pas de pardon, il faut vraiment faire ces vérifications. Si la concentration en gaz dépasse les seuils maximums, c'est un signe que la ventilation n'est pas suffisante pour évacuer les contaminants produits par le nombre d'animaux présents dans le bâtiment. Nous verrons un peu plus loin comment faire ces ajustements. Notons qu'une densité animale trop forte et un manque de litière peuvent aussi être responsables de cette détérioration de l'environnement. Lorsque vous réalisez un diagnostic de conditions ambiantes, vous devriez toujours avoir un tube de fumée sous la main. Cet outil est indispensable pour détecter les infiltrations d'air nuisibles dans votre bâtiment et permet même de voir les plus discrets courants d'air. Les réactifs présents dans le tube à fumer produisent une nuée visible en présence d'humidité atmosphérique. Cette fumée froide est sécuritaire. Ne tentez pas d'utiliser de l'encens pour faire ce diagnostic. En plus de libérer une fumée chaude qui aura tendance à monter et donner un mauvais diagnostic, les risques d'incendie seraient accrus. Pour utiliser le fumigène, coupez les deux extrémités d'un tube avec l'ouvreur de tube présent dans la trousse. Insérez le tube dans la poire en caoutchouc, obstruez le trou de la poire avec votre pouce et appuyez simplement sur la poire pour injecter de la fumée froide dans l'air. Vous êtes prêt à chercher des infiltrations près des fenêtres et des portes, analyser le mouvement de l'air dans les parquets et même vérifier si des objets font obstacle à votre ventilation.
Il est indispensable de mesurer la pression statique lors d'un diagnostic d'ambiance. Cette mesure vous donne un portrait de la santé de votre système de ventilation, un peu comme la pression artérielle. Si la pression statique est trop élevée, cela signifie que trop de restrictions est faite sur vos ventilateurs. Il n'y a pas assez d'air qui entre en fonction de leur débit. À l'opposé, si la pression statique est trop faible, une trop grande quantité d'air s'infiltre dans le bâtiment par rapport au débit de vos ventilateurs. Dans ce cas, vous aurez généralement plus de difficultés à maintenir une température et un taux d'humidité acceptable. Deux outils sont disponibles dans la trousse pour évaluer la pression statique. Le premier est un manomètre à cadran magnélique. Ce manomètre est aussi accompagné d'un long tuyau de plastique transparent. Pour utiliser ce manomètre, commencez par sortir une extrémité du tuyau à l'extérieur du bâtiment, soit sous une porte ou par un ventilateur hors fonction. Ce qu'on souhaite, c'est avoir un contact avec la pression atmosphérique extérieure. Assurez-vous que le tube n'est pas face au vent, ce qui pourrait affecter la qualité de la lecture. La lecture de la pression statique devra se faire sur un manomètre bien au niveau et placé contre un mur à la verticale. Idéalement, prenez le temps de le fixer au mur avant de commencer. Avant de prendre votre mesure, assurez-vous que l'aiguille est bien positionnée à 0. Si ce n'est pas le cas, resserrez ou desserrez la vis qui se retrouve au bas du cadran pour le remettre à 0. Une fois la calibration vérifiée, branchez l'autre extrémité du tuyau sur l'un des deux embouts mâles situés sur le côté du manomètre. L'embout du haut indique High Pressure et celui du bas Low Pressure. En ventilation négative, la haute pression provient de l'extérieur alors que la pression plus faible est à l'intérieur du bâtiment. Le tuyau doit donc être branché sur l'embout du haut du manomètre afin de le relier avec la pression atmosphérique extérieure. L'embout Low Pressure peut rester ouvert, ce dernier étant en contact avec la pression de l'air à l'intérieur du bâtiment. Ce manomètre donne une lecture analogique. La mesure peut se lire en pouces d'eau ou en pascal. Si la pression statique est trop faible, comme sur cette mesure, il faudra ajuster la ventilation. Un manomètre électronique est aussi disponible dans la trousse. Ce dernier fonctionne sur le même principe que le manomètre à cadran. Le bouton central vous permet de changer l'unité de mesure à votre discrétion. Cet outil offre également la possibilité d'enregistrer les mesures réalisées. Une fois qu'on va avoir vérifié nos paramètres du confort, soit la température, l'humidité, la pression statique et le positionnement des ventilateurs, on va être rendu à s'assurer qu'il n'y a pas de courant d'air. Dans la trousse et conditions d'ambiance, il y a deux outils qui vont vous permettre de vérifier la vitesse de l'air au niveau des animaux. Plus il va faire froid, c'est-à-dire en hiver, plus on va souhaiter une vitesse d'air qui est très réduite pour ne pas causer de courant d'air et de sensation de refroidissement chez les animaux. Tandis que lorsqu'on va être en période estivale, on va avoir plutôt l'idée tout inverse d'accélérer le débit d'air et le mouvement de l'air pour favoriser une sensation de refroidissement sur les animaux. L'outil qu'on trouve de plus grande précision pour l'hiver, c'est celui qui est le bleu, l'anémomètre à fil chauffant. Celui-ci permet d'aller chercher des niveaux très précis de déplacement d'air pour vérifier à petite vélocité si on a des courants d'air, ne serait-ce que très minimes, sur les animaux. Pour l'utiliser, on va ouvrir la tige. Puis, le plus important, c'est au niveau de l'extrémité de notre tige, d'aller chercher l'outil sur celui-ci qui va être dans le sens du vent. Puis, on doit absolument, pour avoir une bonne mesure, ouvrir l'outil d'environ 7 cm, 3 à 4 pouces ici, pour aller chercher une bonne mesure avec les orifices. On va ensuite se mettre au niveau des animaux, puis prendre une mesure sans bouger, donc dans le sens de l'air, puis attendre sans bouger et aller chercher la vitesse de l'air. Dans une période comme aujourd'hui où on se retrouve avec une température qui avoisine entre 5 et 10 degrés, on était à 9 degrés sur la consigne, on chercherait une vitesse d'air qui est en bas de 0,25 mètres par seconde et c'est pas mal ce qu'on a aujourd'hui. On n'a donc pas de courant d'air sur les animaux, mais on est dans le contrôle de l'humidité, de l'ammoniac, du CO2,
Donc, on a des bonnes conditions optimales pour les animaux. Dans la trousse, vous allez aussi retrouver un autre type d'anémomètre qui est un anémomètre de type digital, tout comme l'autre, mais beaucoup moins précis. Cet anémomètre-là ne peut pas être utilisé pour mesurer des très faibles débits d'air. Je ne serais pas capable de prendre aucune mesure. C'est le type d'anémomètre qu'on va se servir beaucoup plus l'été pour vérifier la vitesse de l'air qui va être donnée par notre ventilation longitudinale. Finalement, dans la trousse de conditions d'ambiance, on retrouve un luxmètre, qui est un appareil qui permet d'évaluer l'intensité lumineuse dans le bâtiment. C'est pas quelque chose qui a un lien avec la ventilation, mais c'est important chez les animaux d'avoir une intensité, un degré d'éclairement qui est adéquat, autant pour l'éleveur aussi que la supervision et l'observation des animaux. La façon que cet outil-là fonctionne, c'est des outils de très haute précision où on va retrouver les unités qui peuvent soit être en luxe ou en pied chandelle. Je vais les faire en luxe aujourd'hui. On compte aussi l'œil magique ici qui permet d'envoyer le signal à la machine. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un outil qui est très sensible. Donc, lorsqu'on va faire une mesure d'intensité lumineuse dans un bâtiment, on ne va pas le faire seulement pour un parc, puis encore moins vis-à-vis une lumière. Si on veut avoir une meilleure mesure, on va tenter de prendre un échantillonnage à différents endroits dans un parquet et dans la bergerie pour s'assurer que l'intensité lumineuse est adéquate. C'est évident que tout ce qui va être une entrée de lumière qui va venir d'une fenêtre extérieure ou d'un positionnement peut-être un peu moins uniforme du système d'éclairage peut faire une certaine variation de l'intensité lumineuse. Donc maintenant, aussi simple que ne pas prendre l'intensité lumineuse en étant à notre hauteur, ce qui est une fausse mesure. Quand on parle de mesure d'intensité lumineuse, on va toujours la prendre au niveau des yeux des animaux, peu importe l'espèce. Puisque l'œil magique est très sensible, simplement de varier le degré peut changer drastiquement la mesure sur l'écran de l'appareil. Donc, idéalement, on va se pencher, étirer notre bras pour ne pas faire d'ombre, rester stable, puis ensuite aller prendre une mesure à différents endroits. Comme ici, par exemple, je suis vraiment beaucoup trop sous la lumière, mais je pourrais aller le prendre dans un échantillonnage. Par exemple, au niveau de l'échantillonnage, on peut montrer un exemple pour indiquer à quel point ça peut faire une bonne différence. Si, par exemple, je le garde à ma hauteur, on peut voir qu'on va être environ à un petit peu plus que 950 lux. Si je reste exactement au même endroit, mais que je vais me mettre à la hauteur des animaux, déjà, je viens de baisser à environ 650 lux. Faut voir ici que je suis sous une lumière. L'échantillonnage devient important quand je donne l'exemple, je suis exactement dans le même parquet, je recule de quelques pieds et je vais venir prendre une mesure ici et je vais être à environ 220 lux. Donc ça vient juste démontrer à quel point ces machines-là sont sensibles, puis qu'une bonne mesure va être dépendante de plusieurs échantillonnages dans le bâtiment. Pour terminer avec cette machine-là, on a des machines qui sont un peu plus spécialisées pour les lumières incandescentes et d'autres qui vont aller chercher différentes longueurs d'onde de lumière, de couleur pour les lumières au LED. Ça reste que dans les animaux, ce qu'on va rechercher chez les ovins, une machine même comme ça avec du LED va bien fonctionner parce qu'on travaille avec des intensités quand même très élevées, puis on souhaite idéalement être entre, le minimum serait 50 lux, qui est une intensité qui est très faible, puis même pas très intéressante à travailler, mais quand on travaille dans le 100 lux et plus, ça devient vraiment intéressant. Si jamais vous allumez la machine puis vous voyez l'indication O.L, c'est simplement que le niveau d'unité de mesure n'est pas adéquat. Donc, vous pouvez appuyer sur le bouton Range qui va vous permettre de revenir dans une unité avec des intensités généralement qui sont plus fortes. Si vous allez à l'extérieur, vous amusez à mesurer l'intensité du soleil, bien dans ce cas-là, allez en kilolux parce que vous allez rapidement tomber en overload pour la mesure de l'intensité de lumière. Il est rare d'observer un seul facteur problématique lorsqu'on réalise un diagnostic d'ambiance.
Ainsi, si l'humidité est élevée, généralement le niveau de gaz sera aussi indésirable. Ces mesures indiquent que le système de ventilation ne fonctionne pas adéquatement. Heureusement, plusieurs problèmes peuvent se régler simultanément et souvent avec des ajustements simples. Le maintien de la température intérieure peut être problématique durant l'hiver. Comme nous l'avons vu au préalable, le système de ventilation s'active pour rencontrer la température de consigne. En hiver, le respect de cette température de consigne requiert une source de chaleur. Si la température intérieure du bâtiment baisse trop par rapport à la consigne, le système de ventilation ralentit pour ne pas faire geler le bâtiment. C'est souvent à ce moment que les problèmes commencent. La première source de chaleur à exploiter est celle produite par les animaux. Si la laine des animaux est longue, ces derniers ne libéreront pas leur chaleur. Les animaux logés dans les bâtiments isolés durant la saison hivernale devraient toujours être tondus pour libérer cette chaleur naturelle. L'ajout de chauffage est intéressant pour maintenir la température de consigne. Toutefois, avant de faire ces investissements, il faut s'assurer que le bâtiment est étanche, bien isolé et ne présente pas d'infiltration indésirable. Si vous observez plusieurs zones où l'humidité se condense sur la surface, c'est souvent le signe que des infiltrations sont présentes dans les murs ou le plafond, ou encore que l'isolant est insuffisant ou déplacé. Un mauvais ajustement du système de ventilation peut aussi nuire au maintien de la température de consigne et du même moment causer des problèmes d'humidité et une augmentation de la concentration en gaz. Un problème qui est rencontré couramment l'hiver en situation d'humidité trop élevée, puis qui est très simple à solutionner, c'est des entrées d'air qui sont trop ouvertes avec des ventilateurs qui ne tirent pas assez. Dans des cas comme ça, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir l'air qui va tomber très rapidement sur les animaux, qui va descendre au sol, puis on va avoir beaucoup d'air froid qui rentre dans le bâtiment pour rien. Quand on a ça, bien, on vient d'avoir une problématique sur les animaux, on voit l'air qui tombe, mais cet air froid-là vient aussi dire au système de ventilation, il fait beaucoup trop froid pour la consigne, alors les ventilateurs ralentissent, puis qu'est-ce qui se passe? L'humidité monte. Donc la solution, on referme, on remonte le débit, on vérifie notre pression statique, puis on va être capable d'évacuer humidité, gaz et poussière. Ces simples ajustements du système de ventilation auront pour effet d'accélérer la vitesse de l'air à l'entrée des prises d'air. L'air froid extérieur longera ainsi le plafond sur une distance de 7 à 10 pieds avant de redescendre doucement et se mélanger avec l'air ambiant. Un ajustement adéquat permettra de réaliser le nombre de changements d'air requis et surtout de limiter les déséquilibres de température au niveau des animaux. En hiver, pour s'assurer d'avoir une bonne pression statique, puis s'assurer aussi que l'air longe suffisamment le plafond, l'important, c'est de refermer les entrées d'air puis d'ajuster la puissance des ventilateurs en conséquence. Ça, ce que ça a pour effet, c'est d'accélérer la vitesse à l'entrée d'air. C'est rien de comparable à ce qu'on a au niveau des animaux, mais cette vitesse accélérée va justement permettre que l'air longe le plus longtemps possible le plafond en se mélangeant avec l'air ambiant pour ne pas tomber sur les animaux. À l'inverse, si la pression statique est trop élevée, c'est un signe que les entrées d'air ne sont pas suffisamment ouvertes pour rencontrer le débit des ventilateurs. Une pression statique trop élevée rend la ventilation inefficace et ne permet pas de réaliser le nombre de changements d'air à l'heure souhaité avec de l'air frais et non vicié. Si la porte se referme sur vous lorsque vous entrez dans votre bâtiment, c'est signe que la pression statique est beaucoup trop haute. Comme nous l'avons vu, en ventilation négative, l'air s'infiltre par les orifices pour équilibrer la pression. Toutefois, si le bâtiment est peu étanche, l'air s'infiltrera non seulement par les entrées d'air, mais par tous les orifices présents. Ces infiltrations indésirables nuisent aux performances du système de ventilation et sont souvent la cause de courants d'air sur les animaux. Voilà pourquoi il est important d'éliminer ces infiltrations dans l'objectif que l'air entre seulement par l'endroit souhaité. En hiver, ceci nous permettra de s'assurer que le déplacement et la vitesse de l'air au niveau des animaux soient faibles pour ne pas affecter leur confort. Quand vous allez avoir vos entrées d'air dans la conception du bâtiment, prenez soin de regarder si vous n'avez pas, surtout dans le cas d'entrée d'air modulaire ou même ici dans une entrée d'air longitudinale, vous n'avez pas aucun obstacle qui pourrait être même un circuit de lumière, une prise de plafond ou des tuyaux beaucoup plus gros que ceux-là, parce que parfois, juste le système d'éclairage, des néons par exemple, peuvent déjà faire une obstruction à la qualité de l'air, puis causer des problèmes ponctuels dans la bergerie à ces endroits-là, parce que l'air tombe tout simplement trop rapidement sur les animaux. Il ne faudrait jamais sous-estimer les effets de conditions ambiantes défavorables sur la santé de vos animaux.
Les conditions d'élevage optimales sont généralement gages de bonne performance zootechnique. Alors, n'hésitez pas à évaluer les conditions ambiantes de vos bâtiments en toute saison et d'y apporter des ajustements pour obtenir du succès.